Jérôme Guedj qui sera donc notre invité dans la fin de cette émission. Laurent Neumann, Manu Le Chip, Stéphane Bureau et Néla la Trousse qui s'installe à l'instant. à l'instant. Bonjour à tous les quatre. Bonjour à Pauline. Nicolas Chaban est avec nous. Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron? Vous êtes, je le disais, vraiment dans la place entre vraiment les producteurs, les agriculteurs et les consommateurs. On va y revenir avec vous, mais je voudrais d'abord qu'on se rende tout de suite au salon de l'agriculture. Nicolas Dumas est sur place, envoyé spécial pour BFM TV. Et Nicolas, on commence avec ces impressionnantes images. Je voudrais d'abord qu'on les regarde avant de vous interroger sur ce qu'il s'est joué. Ces images, c'était hier après-midi au salon de l'agriculture, des exposants opposés à des visiteurs, une rixe qui a donc éclaté. Au total, c'est une quinzaine d'interpellations. Ça s'est passé au stand du Nougat. On imagine que c'était la Drôme, Montélimar. Nous sommes donc sur place avec notre reporter Nicolas Dumas. Qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas ? C'est un crachat qui serait à l'origine de cette bagarre. D'abord, selon une source policière. Après, selon un témoignage que l'on a pu récolter ce matin sur place, c'est une personne qui aurait goûté un alcool qui se situe sur un stand juste à côté, qui ne l'aurait pas aimé et qui l'aurait recraché en projetant ce crachat notamment sur le stand de Nougat. C'est pour ça qu'il y a eu des échanges de coups après, notamment à l'aide d'une planche à découper en bois qui a été portée à la tête, mais aussi avec au moins un long couteau avec deux manches qui sert à découper le nougat du stand. Il a été exhibé, mais pour le moment, il n'aurait pas été utilisé. Par un communiqué de presse, les organisateurs de l'événement, du salon de l'agriculture, ont condamné cette bagarre avec la plus grande fermeté. Le salon indique qu'il prendra les mesures nécessaires suite à cette rixe et rappelle que la sécurité des visiteurs et des exposants et des équipes demeure la priorité absolue. C'est donc 15 personnes qui ont été interpellées à la suite de cette rixe et deux personnes des forces de l'ordre, un gendarme et un policier ont été légèrement blessés. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce matin, cette bagarre fait partie et la principale discussion ici parmi les exposants au salon de l'agriculture. Quel est le programme d'ailleurs aujourd'hui ? Eh bien, à 9h, il y a la députée européenne Marion Maréchal qui est attendue. À 10h, c'est la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui va inaugurer le stand de son ministère. Et à 15h, c'est l'ancien président François Hollande qui revient dans les travées du salon Porte de Versailles. Merci beaucoup Nicolas Dumas, donc en direct du salon de l'agriculture à la Porte de Versailles à Paris. Cette rixe, donc le salon de l'agriculture qui dit ce matin, il s'agit d'un incident isolé qui s'est donc produit en fin de journée dans un des pavillons, une bagarre entre plusieurs individus, mais nous la condamnons avec la plus grande fermeté. Honnêtement, les gens sont à fleur de peau. Je peux me permettre, parce que le lapsus me semble intéressant, les explosants. Et Oui. c'est exactement l'impression que j'ai en ce moment, c'est-à-dire qu'au moindre prétexte, on est prêt à péter une coche, à exploser, et c'est partout. Alors, évidemment, je peux imaginer que si on crache sur un produit pour l'artisan, c'est terriblement insultant, mais c'est l'enchaînement. En fait, tout le monde participe à la bagarre. Très honnêtement, moi, je me mets à la place des agriculteurs qui ont fait quand même l'effort de se déplacer pour ce salon de l'agriculture, après la dermatose, après les intempéries, etc. Maintenant, des bagarres au salon de l'agriculture. Franchement, les agriculteurs, ils n'avaient pas besoin de ça. Calmez-vous. Calmez-vous tous, effectivement. Et le salon de l'agriculture, on peut y aller aujourd'hui. C'est un peu chaud au salon de l'agriculture. Oui. Quand vous arrivez en fin de journée, vous avez goûté beaucoup de choses. Ça n'arrive pas qu'au... Non, mais si c'est vrai. Il y a des gens, il y a des gens qui sont virés régulièrement du salon de l'agriculture parce qu'ils sont ivres, bien sûr. Et là, peut-être que c'est passé entre les mailles du filet. Nicolas Chaban, vous êtes le fondateur de C'est qui le patron, des coopératives, des producteurs. Vous avez désormais quasiment tous les produits, franchement, dans nos rayons. Et là, je le dis en tant que consommatrice ménagère de moins de 50 ans, responsable des achats du foyer. C'est comme ça que, c'est la case dans laquelle je rentre. Il faut le dire quand même. Pour l'instant, j'ai encore moins de 50 ans, j'en profite. Honnêtement, quel est l'état d'esprit, là, des agriculteurs à l'ouverture de ce salon ? Chaque année, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de détresse, dans une proportion à peu près équivalente. Et là, c'est vrai que, il faut garder l'idée que c'est peut-être isolé. Il ne faut pas que ça fasse une ombre à ce salon, aux producteurs qui espèrent beaucoup pendant ces 9 jours. Mais on passe d'un format familial, avec des vaches, et à ces images-là. Et il n'y a pas beaucoup d'activités, il y a moins de monde, ça c'est clair. Les artisans nous disent on vend moins, est-ce que ça ne crée pas une tension indirecte?
Mais il faut rester positif, quoi. Vous l'avez dit, il y a des producteurs qui ont fait énormément de chemin pour venir. Ils présentent leur métier, ils sont fiers de leur métier. Et il faut qu'on pense à ça avant de penser à tout ça. Est-ce que la crise agricole, elle est derrière nous? Non, non, mon Dieu, non. Non, non, c'est... C'est pas parce que la colère n'est plus là, enfin la colère n'est plus visible, qu'elle n'est pas palpable? Il y a des colères qui se muent en résignation, si c'est pas du dépit. Et là, on sent quelque chose... Nous, pour la première fois, on est très tristes. C'est-à-dire qu'on voit des producteurs qui finalement... on voit bien, il y a une frange qui s'énerve énormément, dans une forme de dureté même verbale. D'autres qui se résignent, mais... On a encore une fois un rôle à jouer. C'est toujours le même... Résignation, pour vous, ils sont dans une forme de résignation. Ils sont dans une résignation. Découragement. De découragement en disant on a eu des listes de promesses infinies, on ne voit pas des choses concrètes, il y a beaucoup de discussions, il y a très peu d'actions. Et donc ils se tournent, et ça c'est une pression supplémentaire pour nous consommateurs, même si on aimerait que d'autres acteurs prennent leur part. Finalement, quand on les aide à travers ces achats solidaires, vous n'imaginez pas ce que ça peut représenter pour eux. Que ce soit en argent, bien sûr, parce que ça les aide financièrement, mais moralement. Quand on remplit des frigos, nous, l'initiative, on est une coopérative de consommateurs, et que des producteurs n'arrivent pas à remplir leur frigo. On donne 1 500 €, c'est pas grand-chose, le frigo se remplit, les tickets de restaurant des enfants sont payés. Au-delà de ça, ils nous disent, il y a quelqu'un pour qui j'ai encore une valeur. Voilà ce qui se passe au niveau de la détresse agricole. Alors Nicolas, vous nous disiez pendant la page publicitaire qu'il y a à l'horizon un problème de relève. Quand on constate que la colère peut se transformer en résignation ou en dépit, j'imagine que ça hypothèque davantage cette relève qui doit trouver peut-être que le métier n'est pas aussi attractif qu'il pourrait l'être. Comment on fait en sorte de rendre ce beau métier d'agriculteur davantage attractif, et comment on fait en sorte qu'il y ait cette relève, parce que sinon on sera dépendant de nos voisins qui le produisent au Portugal, en Espagne. On va redire quelque chose de très important, 1 500 000 exploitations agricoles en 1970, c'est pas il y a 2 siècles. Aujourd'hui, on vient de passer sous les 350 000, et la moitié des agriculteurs arrivant à l'âge de la retraite vont partir à la retraite sous 5 à 10 ans. Qui va les remplacer? Les enfants, on les connaît. Nous, on vit avec eux. Quand le père n'a pas vraiment pris de vacances, quand les parents sont en difficulté depuis des années, tu as du mal à te projeter. Il reste quoi? Il reste les importations, le fameux équilibre entre la nourriture qui vient de l'extérieur et la nôtre. Et ça y est, on a basculé. Est-ce que ce qu'on peut proposer aux jeunes qui ont envie de se lancer dans l'agriculture, et Dieu sait s'il y en a, parce qu'il y a une majorité des installations aujourd'hui qui sont le fait d'enfants qui ne sont pas issus de parents agriculteurs. Donc il y a une envie, mais est-ce que la perspective qu'on doit leur donner, c'est le même métier que celui que vont faire leurs parents? Un autre mode de production. Les petites exploitations, avec pas de vacances, pas de tout ça. Non, il y a aussi une vision moderne, j'imagine, d'envisager une production de qualité, écologique. Il y a un équilibre à trouver, bien sûr qu'il faut. On ne sera pas dans l'agriculture qui existe depuis des décennies et peut-être plusieurs siècles. Mais on ne peut pas dire en un claquement de doigts que ceux qui font de la petite production, en plus de qualité, vous le disiez, devraient disparaître pour laisser place à un autre modèle. Il y a un équilibre à trouver, mais je vous assure, aujourd'hui, parier sur de la nourriture du bout du monde, encore une fois, dans le contexte géopolitique actuel, on ne va pas espérer qu'un bateau serpente entre les conflits pour nous amener ce qu'on a autour de chez nous. Une question sur les négociations commerciales. Elles sont en ce moment en cours, en négociations commerciales entre l'industrie, notamment agroalimentaire, et la grande distribution. La grande distribution, et notamment Leclerc, qui sont accusés de faire un chantage mortifère. Voilà l'expression de la ministre de l'Agriculture, qui pressurise. Alors, en disant que du coup, il y aura des prix moins chers pour les consommateurs au bout de la chaîne, est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez effectivement cette pression, cette violence dans les relations entre la grande distribution, l'industrie agroalimentaire et l'agriculteur? Alors, pour répondre à cette question, il faut clarifier une chose. La pression la plus forte mise par la grande distribution au niveau des centrales européennes, c'est sur les très grands groupes. D'ailleurs, on ne va pas les citer, mais... Mais si, c'est Nestlé, c'est Danone, c'est... Là, effectivement, vous avez de très grands groupes qui subissent une pression parce que il n'y a pas de transparence. Nous, les distributeurs, on amène un schéma où ils savent où chaque centime va, donc ils nous protègent, puisqu'ils protègent les producteurs. Vous avez des grandes marques qui disent « je n'ai pas spécialement à vous dire où va cet argent ». Et ce qu'on sait, nous, parce qu'on en parle avec les producteurs... Là, vous parlez de ces grands groupes, de Danone, de Nestlé, tout ça. Ils disent pas. Bien sûr, et les grands groupes ne ramènent pas aux producteurs. Donc on n'a même pas cette garantie qu'en mettant un argent supplémentaire. Vous montrez plus du doigt les gros groupes, qui eux-mêmes ensuite achètent le lait, achètent à nos producteurs, que la grande distribution. Alors, je
Je mets d'abord ces grands groupes, ils le savent, en cause parce que vous pouvez pas à un moment donné défendre un prix, une marge, c'est ça. Je dis Danone, tout ça, mais c'est Erta, c'est... Parce qu'ils ne sont pas transparents. Mais en fait, il nous manque de la transparence. Après, on arrêtera d'accuser pour rien, on arbitrera différemment. Dites-nous combien vous donnez, je sais pas, quand vous faites un jambon Erta, dites-nous, ce que vous dites, c'est dites-nous combien vous donnez pour acheter le cochon à l'agriculteur, combien vous donnez à celui qui fait l'emballage, combien, voilà. Et ça marche, les yaourts, je donne cet exemple à chaque fois. Pourquoi Danone, Nestlé, ne fait pas des yaourts solidaires? On a fait, nous, les consommateurs, des yaourts, ils sont passés devant les ventes d'une marque qui s'appelle La Laitière. Je ne comprends pas comment la solidarité, qui est un moteur en plus de vente et de soutien, n'arrive pas jusque dans les grandes... C'est le meilleur marketing. Il y a quand même deux choses. D'abord, la loi Egalim a quand même apporté un progrès, c'est que beaucoup d'enseignes ne discutent plus le prix de la matière première payée aux agriculteurs. C'est considéré comme un acquis. Donc ça a quand même pas mal, détendu les relations entre la grande distribution et les agriculteurs. Après, c'est quand même les distributeurs qui ont la main. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Vous citez Erta, Apolline, mais est-ce que vous êtes bien conscient que le prix du paquet de Knacky, il vaut la même chose en euros qu'il y a 10 ans? Donc qu'on dise pas que c'est les géants de l'industrie agroalimentaire. Quand vous voyez les gens qui font les plus belles... Parce que la grande distribution, ils nous endorment avec leurs petites marges, etc. En fait, c'est quoi leur boulot? C'est quand même d'avoir des grands hangars électrifiés dans lesquels on met les frigos. Et voilà, par rapport à tous les coûts de développement des industriels, etc. Si tu me permets, Emmanuel, dans mon souvenir, on a voté une loi agricole il n'y a pas longtemps. Ouais. On est le 23 février. Je crois que les deux décrets d'application ne sont toujours pas publiés. Juste avant Noël, en plein débat sur le budget, en plein débat sur le budget, tout le monde s'en souvient, le gouvernement a annoncé quoi? Une loi d'urgence agricole. Entre nous, ça n'existe pas. Une loi d'urgence dans le droit parlementaire, ça n'existe pas. Mais même la loi normale, elle a mais même cette loi-là, elle n'a pas été votée. Mais même la loi d'avant n'est pas appliquée. Et même Egalim, il y a des petits mieux, je dirais, d'un point de vue technique. Mais nous, on le voit avec les producteurs. Egalim ne les protège pas, c'est pas vrai. Parce qu'il y a le représentant des producteurs qui dit, bon, par rapport au marché, il dit à ses copains producteurs, on pourra être qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a un arbitrage un peu empirique qui se fait. Il faut que les consommateurs que nous sommes, par de la transparence, puissent faire une chose, faire monter dans les rayons au-delà de cette marque. J'aimerais en citer d'autres, il n'y en a pas beaucoup. Quand tu avais l'autre, j'essaie d'en citer à chaque fois d'autres. Il faut qu'à un moment donné, nous, on puisse dire à tout le monde, ce produit solidaire, il devient prioritaire dans mes achats pour que les habitudes changent. On a plus de force qu'une loi. On a ici un gouvernement en puissance. En fait, prenons le pouvoir. En fait, ce que vous dites, c'est prenons le pouvoir. Prenons le pouvoir et regardez, petit symbole, cette brique de lait, nous a appelé Nielsen, est passée devant les ventes de la référence la plus vendue de Nutella. C'est-à-dire que ça n'est pas une anecdote du rayon. C'est quelque chose qui marche à partir du moment où on est sûr, nous consommateurs, que les centimes vont aux producteurs. C'est l'heure de la prise, je dirais, de pouvoir du consommateur final que nous sommes tous et qui peut faire beaucoup plus que les lois. Parce que nous votons avec notre portefeuille. Exactement. Néla. Ouais, je reviens même aux agriculteurs. J'ai eu la chance d'être au salon samedi pour BFM TV. Ils disent effectivement plusieurs choses. Ils disent il y a la problématique des prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça dépend des filières, parce que par ailleurs, quand on parle d'agriculture, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que toutes les situations ne sont pas les mêmes, que des filières qui allaient très bien il y a quelques années, comme les céréaliers par exemple, vont moins bien cette année, que les éleveurs au contraire ont vu le prix du kilo de viande augmenter. D'où la panique au moment de l'épizootie, parce qu'ils se sont dit c'est au moment où ça va un peu mieux qu'on est frappé par une crise sanitaire. Mais on va dire, si on prend les grands ensembles, ils disent, effectivement, il y a un problème de prix. Mais il y a aussi quand même un problème de production. Ils ont beaucoup insisté au micro ce week-end de dire en réalité, et je reviens sur le point que soulevait Manu, de dire en fait, dès qu'on veut passer à une plus grande échelle, parce que si on ne peut pas avoir des prix élevés, on peut faire un peu plus en quantité, on est frappé par une opinion publique qui aujourd'hui voit d'un très mauvais œil les exploitations qui s'agrandissent. Et un exemple que nous citait des agriculteurs ce week-end, pour rester dans le cas des éleveurs qui, en plus, vivent ce salon avec un peu de tristesse puisqu'il n'y a pas de bovins, ils nous disaient par exemple le broutard, donc l'animal quand il naît, qu'on commence un peu à l'élever, il peut aller jusqu'à 8 mois en France. Arrivé à 8 mois, il faut l'engraisser et ça demande des structures qu'on n'a pas le droit, enfin pas qu'on n'a pas le droit d'installer en France, mais quand on les installe en France à échelle XXL, ça fait râler. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ces broutards, on est très bon pour les faire naître, on est très bon pour les faire aller jusqu'à 8 mois. Passé 8 mois, ils partent en Italie, on les engraisse
et ils reviennent sur nos étals. Mais combien de Français, vous expliquez très bien une chose simple, on n'est pas au courant, enfin nous, on le savait, mais si on a les informations, on peut aller défendre une filière en difficulté. Si on a clairement sous les yeux, objectivement, le fait qu'il faut agrandir peut-être une exploitation, comme vous le dites, pour que ce soit plus équilibré pour le producteur et pour nous. Mais il nous faut de la transparence. Tant qu'on n'aura pas le moyen d'arbitrer à notre niveau, on aura finalement cette économie par défaut du monde agricole qui ne marche pas depuis... Nicolas, il y avait une très bonne réplique d'un agriculteur face à Emmanuel Macron samedi, qui lui a dit en gros il faut qu'on construise des poulaillers, on manque d'œufs. Et l'agriculteur lui dit mais attendez, c'est plus compliqué de construire un poulailler que de reconstruire Notre-Dame. Donc Et c'est d'ailleurs tout le problème, parce que pour Notre-Dame, on avait fait une loi spéciale où on avait libéré les contraintes, et en effet pour construire, je trouve cette formule exceptionnelle, pour la garder. Merci beaucoup Nicolas Chaban d'avoir été avec nous ce matin en cette ouverture donc, du Salon de l'Agriculture. Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron, et c'est marqué sur la brique de lait, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. C'est vous le patron. Je voudrais qu'on accueille tout de suite Philippe Juvin avec nous. Philippe.